Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Gathering Storm, la fracture de Biel-Tan. Alors, on était resté en plein combat, on était resté sur l'attaque du vaisseau des Drukhari par surprise, qui était là, caché près d'Yanden, en attendant son heure, parce qu'il avait été mené là par Ivren, par des chemins détournés pendant qu'elle était sur sa quête avec les épées. Et bien, là maintenant, l'arrivée, plutôt la révélation de ce vaisseau Drukhari va changer le cours de la bataille, étant donné que cette attaque surprise prend complètement en dépourvu le Space Hulk, et en concentrant en fait ses tirs sur la passerelle de commandement, le générateur plasma, etc., ils réussissent à détruire complètement le Space Hulk. Alors les deux Space Hulk qui sont en train d'assiéger Yanden n'étaient pas de la même taille. On nous dit que c'était le plus petit et qu'il reste encore celui qui est bien plus imposant. Donc là encore, on n'a pas d'idée de la taille exacte de ces Space Hulk, mais ce qui est certain, c'est que celui qui reste est bien plus colossal que celui qui vient de se faire détruire par une attaque. Alors, le gros avantage d'avoir détruit bien évidemment un des Space Hulk, c'est que maintenant toutes les forces Eldar peuvent concentrer leur tir sur le dernier Space Hulk. Alors, ce dernier, il est nommé le Spawn of Hogamotir par le prince Iriel. Et oui, on reparle du prince Iriel parce que lui va venir directement intervenir dans le combat. Donc, il mène les forces spatiales, étant donné que maintenant il est autarque et avant il était grand amiral. Donc, il a à sa charge en fait de défendre justement les forces de Yanden, et il va utiliser ses capacités de corsaire spatial, étant donné que l'histoire du prince Iriel, on nous en reparle un petit peu, c'est que Iriel, eh bien, au début était pressenti comme étant d'une des personnalités les plus avenantes, les plus engagées sur Yanden, et qu'il avait à sa charge une force de différents bâtiments de guerre. Ce qui s'est passé, c'est que quand le vaisseau monde s'est fait attaquer par les forces du chaos, lui a décidé qu'il fallait porter un coup directement sur les forces adverses, et qu'en fait il a utilisé une partie de la force rapprochée de Yanden pour aller contourner et attaquer le vaisseau amiral des forces du chaos. Il a triomphé, réduit à néant l'attaque du chaos, il est revenu en sauveur, sauf que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, étant donné que il a été accueilli avec beaucoup de remontrances parce qu'il avait laissé tomber le vaisseau monde. Et oui, en fait, il devait défendre le vaisseau monde, et en fait, lui était parti attaquer, ce qui n'était pas bien vu du tout. Alors bien sûr, ça a heurté énormément sa sensibilité, et il a choisi de prendre le chemin de l'errance. Donc le chemin de l'errance, c'est-à-dire quitter le Craft World, quitter Yanden, quitter aussi tous les postes à responsabilité qu'il avait sur Yanden, sa destinée de prince d'Yanden, pour devenir le prince Iriel, le capitaine corsaire, et avec lui en fait il a emmené une grande partie de flotte, et il s'est trouvé que ses talents étant vraiment réels, il a su emmagasiner des richesses, des ressources, des vaisseaux, et c'est ce qui lui a permis justement, au moment où Yanden avait le plus besoin de lui, il est revenu à la tête d'une armada pour sauver ce monde d'origine. Et depuis ce moment-là, tout a été pardonné, L'enfant prodigue est revenu sur le vaisseau monde Yanden, et maintenant, il est devenu autarque. Donc, c'est-à-dire que on a reconnu en fait ses qualités, il a été pardonné. Et puis, étant donné qu'il a sauvé le vaisseau monde de l'invasion de Tyrannide, c'était quand même la moindre des choses. Et alors même, on peut même se dire que la plupart des Eldar des corsaires avec lesquels il est revenu sont les habitants peut-être maintenant d'Yanden, étant donné qu'ils étaient quasiment tous assimilés par la flotte rouge. Donc voilà. Donc c'était peut-être aussi plus facile pour lui politiquement d'avoir voix en fait pour commander un peu plus officiellement les choses sur Yanden. Ah oui, j'ai failli oublier de vous parler de ses armes. En fait, il est équipé d'un œil en fait mécanique, bionique, qui peut envoyer en fait des décharges laser, des décharges électriques. Soit laser, soit électrique, ça dépend des versions, mais en tout cas il est équipé de cet œil là, donc il a perdu un œil au combat, il l'a fait changer, et maintenant c'est une arme à part entière. Autre arme emblématique, c'est la lance du crépuscule, et la lance du crépuscule, c'est une arme maudite chez les Eldar, étant donné qu'elle est extrêmement puissante, mais qu'elle aspire lentement la vie de son porteur. Et une fois qu'on s'est saisi cette arme, on ne peut plus s'en débarrasser. L'arme et l'âme sont liées, et forcément elle va se faire aspirer au fur et à mesure. Donc Iriel sait qu'il est condamné, étant donné que l'arme qu'il possède petit à petit aspire son âme, sa force vitale.
Est-ce que c'est que âme? Est-ce que c'est que force vitale? Je pense que c'est un petit peu des deux, mais en tout cas, voilà, il sait qu'il est condamné à moyen terme sur la vie d'un Eldar. Donc sur la vie d'un humain, c'est dans très très longtemps, mais pour un Eldar, du coup, ça veut dire que ça va être assez proche. Voilà. Maintenant, eh bien, il a accepté ce fardeau. Ce fardeau, il l'a pris justement quand il luttait contre les tyrannides, en fait, à un moment donné, pour aller directement attaquer la reine Norn. Il a choisi de s'équiper de cette lance-là. Il a récupéré cette lance-là qui était dans un des endroits sur Yanden. Il l'a récupérée, sachant pertinemment que ça causerait sa mort à moyen terme, mais voilà, il voulait absolument sauver Yanden, et il accepte en fait cette charge-là. Donc la destruction du premier Space Hulk, eh bien, ça permet à l'ensemble des forces Eldar de concentrer leurs tirs sur le plus gros. Malheureusement, eh bien, il apparaît vite que, et malgré la quantité assez phénoménale de puissance de feu que possèdent les Eldar, eh bien, la coque du spawn of Oga-no-Tyr eh bien, est énorme et boursouflé, et que même si les Eldar tiraient sans cesse pendant plus d'une semaine, eh bien, ils ne viendraient pas à bout de la masse colossale du Space Hulk. On nous raconte que ce Space Hulk, il a voyagé à travers le Warp, il a même voyagé au-dessus du jardin de Nurgle, donc vraiment la possession de Nurgle elle-même, et qu'il a été béni par ce voyage-là. Donc il a une résistance vraiment incroyable. Et en fait, sa stratégie, c'est de foncer sur le vaisseau monde de Yanden, de l'éperonner, et en fait, avec sa masse, de détruire complètement le vaisseau monde. Et rapidement, eh bien, les Eldar s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas stopper cette chose-là. Donc, commence à germer dans l'esprit du prince Iriel une nouvelle approche. En fait, il se dit que si on ne peut pas le détruire de l'extérieur avec notre puissance de feu, on va le détruire de l'intérieur. Et en fait, il commence à échafauder un plan pour attaquer le Space Hulk directement de l'intérieur. Alors bien sûr, lui sait que c'est plus ou moins encore une fois un plan suicide, étant donné que ce Space Hulk est infesté des deux démons de Nurgle et de la pourriture de Nurgle, donc forcément, même en faisant exploser le Space Hulk de l'intérieur, il y a très peu de chances qu'il puisse justement s'en sortir. Mais eh bien, c'est quelque chose qui va être assez motivant pour tous les corsaires qui accompagnent Iriel, parce que, étant donné qu'on est sur quelque chose, un plan, une mission impossible, eh bien justement, leur ego les pousse à accepter en fait et à échafauder un plan pour essayer de réussir. Donc très rapidement, ce plan est mis en œuvre. Donc dans un premier temps, Iriel va demander en fait au vaisseau monde Yanden d'influer un petit peu, enfin de changer un petit peu sur sa trajectoire, pour aller à un point assez précis de l'espace. Le but, c'est que le Space Hulk, justement, change lui aussi son cap pour passer sur un point très précis. Alors, quelle est l'importance de ce point très précis? C'est que, eh bien, Iriel a des anciennes cartes qui décrivent un peu certains passages dans la toile. Et son but, c'est d'utiliser justement la toile pour aller à l'intérieur du Space Hulk. Alors, ce qu'ils font, c'est que les différents capitaines corsaires discrètement en fait quittent leur vaisseau, vont s'équiper sur le vaisseau monde Yanden de générateurs de sauts warp personnels. Voilà. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est typiquement ce qu'ont les araignées spectrales dans le dos. Et eh bien, ils vont utiliser le grand portail de la poupe du vaisseau monde Yanden. Tous les vaisseaux mondes, vous savez, ils ont un grand portail sur leur poupe. Et en fait, ils vont plonger en fait dedans et se matérialiser exactement au moment où le Space Hulk passe sur un point de l'espace qui est un point justement de la toile, et il se matérialise à l'intérieur directement du Space Hulk. Alors, bien sûr, ils sortent très prudemment. Alors, ils sont plutôt en mode infiltration. Ils regardent tout autour d'eux. Ils voient qu'il y a très peu de lumière. Il y a énormément de liquide qui sointe en fait du plafond. Ils patauge dans une sorte de boue, et c'est là où ils sont très contents en fait, parce que vous allez me dire bah oui, mais ils vont se faire détruire par l'atmosphère corrosive, toutes les maladies de Nurgle, etc. Eh bien non, parce qu'en fait ils sont habitués justement tout leur passif de corsaire, ils sont habitués à explorer différents environnements, et ils ont des scaphandres le summum de ce que peuvent créer la technologie Eldar en termes de scaphandres hermétiques qui sont alors immunisés, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui vont résister
résister suffisamment longtemps à toutes les attaques, que ce soit bactériologiques, chimiques ou psychiques que pourraient avoir les démons de Nurgle. Donc au fur et à mesure, ils vont avancer pour essayer d'aller vers le cœur du Space Hulk, et puis ils voient, alors il n'y a pas encore de démons, ils entendent les démons tout au fond, ils entendent aussi les bruits des machineries qui se rapprochent au fur et à mesure, mais ils ne sont pas repérés pour l'instant. Les seules choses, c'est qu'il y a des sortes de champignons, de Nurgle, qui dès qu'ils s'approchent, en fait, leur vomissent une quantité de spores démoniaques, mais voilà, ça, leur scaphandre, leur protection paraît suffisante. Alors on peut imaginer que c'est une protection et physique et psychique, tout simplement, avec une aura de protection anti-démon, ce qui permet justement de les immuniser dans un premier temps. Alors, ils vont continuer comme ça à avancer jusqu'à arriver sur l'Enginarium, c'est-à-dire c'est l'endroit, la salle des machines. On va faire assez simple, la salle des machines, et il voit qu'il y a énormément de cocons. Ces cocons, en fait, ce sont des bêtes de Nurgle qui cherchaient un endroit humide avec de la chaleur. Donc on peut imaginer que la salle des machines dégage justement un peu plus de chaleur encore que d'autres endroits du vaisseau, et sont venus ici pour, tels des chrysalides, en fait, se transformer en mouches de Nurgle. Donc ils se disent qu'il faut essayer d'être le plus discret possible. Ils voient en fait toutes les machineries qui sont venues détruire. Malheureusement, ils voient aussi quelque chose qui leur glace le sang. C'est le démon, alors je vais vous lire son nom, Garagugulgor. Voilà, Garagugulgor, nom qu'on ne pouvait prononcer convenablement qu'en ayant la gorge pleine de glaire. Vous me pardonnerez, je l'ai prononcé plus sobrement. Mais en tout cas, ce démon de Nurgle est immense, immonde et peut pas se déplacer. Et en fait, il rigole très fort parce que justement, sa proie est venue directement à lui. Donc il va pouvoir s'occuper d'eux. Donc, ils comprennent vite que le temps n'est plus à l'infiltration. Donc on a les différents équipements qui sont mis en place pour essayer de tuer ce démon majeur. Malheureusement, il est tellement immense, encore une fois, tellement résilient que la plupart des armes vont être sans effet. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a tout un étalage des technologies Eldar de différentes familles. Donc on a des armes Drukhari, on a des armes des Craftworld, on a des armes des Arlequins. On peut dire le meilleur de la technologie de toutes les parentés Eldar réunies pour les corsaires, justement, qui eux, étant sans affiliation précise, ne vont pas être trop regardants et au contraire vont prendre vraiment le meilleur de chaque sous-faction. Donc le combat va s'engager. Alors le démon, Garagugulgor, même s'il est très gros et qu'il ne peut pas vraiment se déplacer, il a des tentacules, plusieurs membres en forme un peu de tentacules qui peut fouetter en fait l'air, et bien sûr c'est extrêmement rapide, et il réussit à saisir un des capitaines corsaires. Dès qu'il le saisit, on l'entend crier de douleur, étant donné que son scaphandre commence tout de suite à être rongé, détruit, et puis il la porte directement à sa bouche et il le croque, voilà, comme un petit encas. Et en fait, tout ce bruit aussi va pousser en fait toutes les chrysalides de Nurgle qui sont autour à se réveiller. Et en fait, Iriel voit que le temps presse parce que déjà, il faut être très vigilant sur Garagugulgor, mais aussi sur les mouches de Nurgle qui sont en train de sortir. Donc on voit les chrysalides s'ouvrent un petit peu comme des papillons et on a des mouches qui sont pas au bout de leur formation. Donc on a encore un amalgame entre une bête de Nurgle et puis une mouche de Nurgle, et qui viennent un peu essayer de se ruer, forcer de se réveiller pour aller attaquer en fait les forces Eldar. Au cœur de ce combat, bien sûr, c'est Iriel qui tient la vedette parce que c'est celui qui est le plus agile. On dit qu'il est aussi agile que les Arlequins, qu'il n'aurait pas en tout cas à rougir face aux compétences des Arlequins. Plusieurs de ses amis corsaires succombent avec les attaques des tentacules du prince démon, mais lui parvient justement à esquiver. Il essaie de se rapprocher. Il saute de bonds, il fait différents bonds, ils sont d'un endroit à un autre, et il réussit à trouver un axe d'attaque pour aller directement frapper à la tête le démon majeur Garagugulgor, mais lui réagit en vomissant directement sur Iriel, une bile corrosive avec des filandreuses, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer de plus dégueulasse. Et Iriel réussit malgré tout dans un réflexe à éviter en fait cette gerbe, mais simplement c'est un piège
tendu par le démon de Nurgle, étant donné qu'en évitant, eh bien, il se retrouve dos aux tentacules, et les tentacules viennent en fait l'enserrer et le rapprochent inexorablement justement de la gueule. Donc il va se faire lui aussi croquer, et qu'il attend le dernier moment pour déclencher encore une fois l'œil de la colère. Et en fait, là, on a une énergie colossale qui est déversée sur les tentacules pour qu'ils puissent se libérer. Donc les tentacules du démon sont calcinés, Iriel se libère, il tient la lance du crépuscule, et en fait, il attaque directement, non pas le démon de Nurgle, mais en fait le cœur de la machine de l'Anginarium qui est juste derrière le prince démon, ou le démon majeur, je pense que c'est un démon majeur, derrière le démon majeur. Et en fait, la force qui était contenue en fait dans la lance du crépuscule se libère et calcine complètement toute la machinerie. En fait, on voit qu'il y a des veines noires qui commencent à apparaître, qui font instantanément rouiller tout ce qui est mécanique, tout ce qui est biologique est calciné. Et comme on a un amalgame évidemment démoniaque, hein, c'est une machine démon, le Space Hulk, sa vie prend fin, il se trouve banni, et on entend que tout tombe en décrépitude, et le Space Hulk se trouve complètement désemparé. Alors le fait est qu'il a encore une inertie, hein, forcément il ne va pas s'arrêter, mais le démon réalise que eh bien, son attaque va être vouée à l'échec, et étant donné que le Space Hulk ne va pas pouvoir changer sa trajectoire, alors que le Crawford, lui, Yanden, est totalement capable de manœuvrer et va simplement pouvoir l'éviter et le laisser se perdre comme ça dans l'espace. De rage, de colère, eh bien, il attrape une poutre métallique qui tombe pas loin de ses tentacules, et en fait, étant donné qu'Iriel a concentré en fait toute sa force pour essayer d'écraser un peu les machines dans le Gynarium, eh bien, il n'a plus la force d'esquiver, donc il voit la poutrelle arriver, et c'est la dernière chose qu'il voit, étant donné que ce coup de poutrelle mortel tue Iriel. Donc le prince Iriel vient de mourir sous l'assaut de Garag Gugulgor. Donc Garag Gugulgor évidemment se réjouit, mais lui ce qu'il voulait c'était pas simplement un Eldar, ni même tous les autres Eldar. Alors il finit prestement d'achever en fait les derniers corsaires, étant donné qu'Iriel était un des derniers. Donc toute la force d'attaque des Eldar s'est trouvée tuée, arrêtée, donc avec une perte énorme, à savoir le prince Iriel. Et ça c'est assez fou, parce que rappelez-vous combien de fois on a un personnage connu avec une figurine qui décède. C'est rare, c'est extrêmement rare, vous le savez, parce que je le précise très souvent. Et là, on a la mort d'Iriel. Alors cette mort, elle a bien sûr été encore une fois pour sauver Yanden. Yanden va être sauvé. Et on a ce démon de Nurgle, alors qui, pour le coup, rigole un petit peu moins, parce que même s'il a vaincu les frêles Eldar, c'était un des favoris justement de grand-père Nurgle. Pourquoi ? Parce que c'était un des plus vieux à répandre en fait quantité de maladies, et qu'il avait un humour qui plaisait justement à Papy Nurgle. Malheureusement, eh bien, il voulait offrir en fait encore plus de gloire à Nurgle en tuant énormément d'Eldar. Hein, alors, c'est assez amusant parce qu'il les appelle les Eldar nécromants en fait, étant donné que forcément il rappelle en fait les morts pour les aider. Donc Yanden, ce sont les Eldar nécromants, en tout cas vis-à-vis des forces du chaos. Et d'ailleurs ça fait même réfléchir quand on va un petit peu plus loin, parce que c'est amusant, parce que dans le chaos en fait on n'a pas souvent de zombies, c'est-à-dire vraiment des morts qui reviennent à la vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très courant dans le vieux monde, mais dans le monde de Warhammer 40 000, eh bien, le chaos, ce n'est pas les morts qui reviennent, très rarement, c'est plutôt une perversion, mais on a justement des zombies de Nurgle. Il n'y a que chez Nurgle qui a ce côté un peu mort-vivant, voilà, et encore, qui est assez léger, parce qu'on pourrait même imaginer qu'au final, les humains qui ont été contaminés, qui se sont transformés en zombies, c'est juste qu'en fait, ils sont morts en tant qu'humains, mais en fait, au final, c'est juste que leur esprit a été rongé par la maladie, mais qui ne sont pas passés du côté vraiment mort. Alors que pour le coup, les Eldar, eux, sont vraiment des nécromants, parce que les Eldar sont morts et ils reviennent d'à travers les pierres esprits avec leur âme. C'est leur âme qu'on vient réinsuffler dans des carcasses de moelle spectrale. Voilà. Donc, le démon, il cherche quand même une idée. Et en fait, il a un petit éclair de génie. Il s'est dit, en fait, si je peux pas détruire Yanden, peut-être que je peux quand même en profiter pour quelque chose. Parce que quand il voit en fait la lame du crépuscule, tout de suite au fond de lui, il reconnaît cette arme. Et il sait
quelle puissance elle possède, la puissance secrète de la lance du crépuscule. Et il se dit que ça pourrait être assez sympathique de faire un petit cadeau à Yanden et de renvoyer en fait la lance du crépuscule, et en donnant en fait la lance du crépuscule, eh bien par un système de vases communicants, il affaiblirait un des grands ennemis dans le jeu divin. Donc un des ennemis de Nurgle, s'il se retrouve affaibli, forcément Nurgle va se trouver grandi. Donc au lieu de grandir directement Nurgle en offrant le vaisseau monde de Yanden, on va plutôt affaiblir un de ses ennemis. Je vous laisse deviner lequel, hein, c'est très très facile à deviner, et il sourit, et là il retrouve le sourire et sa joie de vivre habituelle. Donc comment ça va se traduire? Eh bien ça va se traduire que après que le vaisseau monde ait pu éviter justement le Space Hulk, eh bien des Hemlock Wraith Fighter ressentirent en fait une force psychique et trouvèrent à un endroit précis eh bien le corps d'Iriel conservé dans une sorte de résine un peu laiteuse et tenant contre lui en fait la lance du crépuscule. Donc bien entendu ils ont ramené son corps dans le vaisseau monde. Ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a une grande tristesse qui émanait de tout le vaisseau monde, étant donné que il était vraiment perçu déjà comme le héros, le sauveur d'Yanden, et le fait de voir que son plus grand héros s'était sacrifié cette fois-ci, encore une fois, diront certains, forcément, la première fois en acceptant son sort avec la lance du crépuscule, et la deuxième fois en donnant vraiment sa vie pour sauver Yanden de l'attaque des Space Hulk, et bien voilà, donc on nous dit c'était assez rare, mais certains Eldar pleuraient ouvertement dans les rues la mort de leur prince Iriel. Et voilà. Alors, en parallèle de ça, vous savez, de temps en temps, on a quelques petits paragraphes qui montrent ce qui se passe dans la galaxie au même moment, mais qui ne sont pas liés directement à l'histoire. Et donc là, on a le compte-rendu en fait d'un adepte interrogatus qui a torturé un spécimen Eldar et lui a fait avouer certaines choses. Donc il fait son compte-rendu à son seigneur. Donc il dit, bon, la torture du prisonnier a révélé quand même certaines choses, mais je vous porte ça à connaissance malgré tout. Bon, voilà, moi je trouve que les choses paraissent un peu grosses pour qu'on puisse vraiment y croire. Déjà, il dit que Eldrad Ultran, le prophète Eldar, manipule en fait le destin de la galaxie depuis la Grande Croisade, ce qui paraît quand même assez étonnant, et qu'en fait, il a manipulé le destin de l'humanité. Bien entendu, en tant qu'humain, nous pouvons croire à ces aberrations, mais en tout cas, lui a l'air d'y croire. En plus, il nous dit que Eldrad a récemment réveillé une nouvelle déité. Donc pas une déité qui était présente dans le panthéon Eldar, mais une nouvelle déité qui aurait été créée par la mort de quantité justement de ses semblables. Alors, encore une fois, est-ce qu'on peut apporter du crédit à cela? Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il croit dur comme fer, et il croit aussi que la naissance de ce dieu a considérablement affaibli le grand ennemi. Alors, le grand ennemi, il ne veut pas le nommer, mais il le nomme au mieux l'assoiffé. Donc on pense bien sûr qu'il s'agit de Slaanesh, qui est l'ennemi vraiment prédominant du côté démoniaque contre les Eldar. Et il pense que ce nouveau dieu, cette nouvelle déité, a protégé même une partie de la galaxie de l'ouverture des différentes cicatrices suite à la perte de Cadia. Évidemment, le ciel s'est trouvé déchiré avec quantité de failles warp qui sont apparues. Et bien, ce prisonnier soutient ouvertement que si cette nouvelle déité n'avait pas été là, eh bien les cicatrices auraient été beaucoup plus grandes et que l'ensemble de la galaxie aurait pu être complètement absorbé. Donc bien sûr, c'est une hérésie, l'empereur n'aurait jamais laissé faire ce genre de choses, mais en tout cas lui il croit vraiment dur comme fer. Voilà, donc il termine en disant bon, il y a plusieurs conclusions à tirer de ça. Maintenant, étant donné que l'ennemi est à nos portes, je me demande si ça vaut vraiment le coup que je vous partage en fait ces informations, ou en tout cas mes conclusions. Et il précise, lorsque l'ennemi est à notre porte, c'est le bretteur que l'on va quérir, non l'érudit. Et voilà. Et ça, c'est assez amusant parce qu'en fait, on a vraiment une révélation, une prise de conscience. L'Eldar révèle la réalité sur ce qui se passe à l'Imperium. Et bien sûr, l'Imperium n'y croit absolument pas. Pense que tout ça n'a aucun lien avec ces faibles Eldar et que l'Imperium est assez fort, bien sûr, pour pouvoir se débrouiller tout seul. Et ce qui est assez amusant, c'est que alors qu'ils ont des informations qui sont d'une valeur capitale, eh bien, ils les mettent de côté. Et encore une fois, on a le syndrome de l'Imperium qui dit bon, bah, de toute façon, les Eldar et puis le chaos le chaos surtout est en train de prendre l'ascendant sur nous, donc
à quoi sert de réfléchir? Ce qu'il faut vraiment, c'est combattre. Hein. Encore une fois, on va acquérir le bretteur et non l'érudit. Et ça, c'est vraiment typique. C'est vraiment typique de l'univers de Warhammer 40 000 et où nous, en tant que lecteurs extérieurs, à chaque fois, on regarde ça et on se dit, mais mince, si tu savais. Moi, à chaque fois, je repense au passage, justement, où on a Artemis de la Deathwatch qui a interrompu le rituel d'éveil d'Inid. Et tu te dis, mais mince, s'il avait su, s'il avait écouté, parce qu'en fait, il y a Eldraine Tran qui a essayé de le convaincre et de lui dire écoute, laisse-moi faire ce rituel, nous allons y gagner, l'humanité va y gagner, étant donné qu'on va affaiblir, voire détruire Slaanesh, un des dieux du chaos. Mais non, Artemis a dit non, tu es un Eldar, je ne vais pas t'écouter, je vais te tuer. et en fait, voilà, ça a changé complètement le cours de la galaxie, et voilà, là on retrouve un petit peu un écho de ceci. Voilà, en tout cas, voilà, Prince Iriel est mort. Voilà, contre un démon majeur. C'est bien parce que on n'a pas toujours en fait des personnages qui réussissent comme ça à survivre. Et puis malgré tout, ça prouve qu'on peut avoir une figurine qui existe, qui est présente, et puis malgré tout le personnage qui décède. Voilà. La suite, c'est la semaine prochaine où on avance, si vous me suivez sur Tipeee, parce que là j'ai pris un petit peu d'avance. Donc normalement, vous avez pas mal de vidéos qui sont là sur la suite de Gathering Storm. Donc si ça vous intéresse, vous avez envie de savoir la suite, est-ce que la lance du crépuscule va pouvoir être redécouverte et sortie de cette résine de Nurgle? Que va-t-il se passer pour Yanton? Que va-t-il se passer pour Ivrain, dont on n'a pas beaucoup vu d'interaction ici, mais là c'était vraiment le passage sur Iriel, passage court, mais passage assez intense. Donc voilà, la suite dans le prochain épisode. Voilà, merci à vous tous et à bientôt. Salut, bye.